Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, chers collègues. C'est d'un crédit engagement urgent dont on parle aujourd'hui, qui est lié, on le sait, à la chute de Crédit Suisse. Ce n'est pas un crédit comme les autres, et la Commission des finances, elle en est consciente. Cette situation, elle est extrêmement impactante pour notre pays. Ça vient d'être rappelé encore, et la situation vient d'être précisée par le président de la Confédération. La situation, elle est complexe, et le travail de notre Parlement, il se fera en plusieurs étapes. On a l'approbation du crédit urgent, c'en est une, mais elle n'est de loin pas la seule et certainement pas la dernière. Alors parlons d'abord de la situation. L'organisation de cette session, elle rappelle le caractère non ordinaire d'une telle affaire pour notre Parlement. Une garantie de 109 milliards de francs n'a rien de commun, pour notre commission non plus, et c'est là que j'aimerais commencer. On se trouve dans une situation que le Parlement d'après 2008 a voulu éviter en réglementant. En réglementant via la loi sur les banques, avec les réglementations particulières qu'on appelle too big to fail. Ces réglementations dont le but est d'augmenter la résistance des banques face aux crises, comme on le sait. On parle alors d'exigences renforcées au niveau des fonds propres, au niveau des liquidités notamment. Et pourquoi avoir voulu cette réglementation? Parce que les grandes banques ne sont pas dans une bulle et quand l'une d'elles va mal, et on le voit encore malheureusement aujourd'hui, elle peut emporter tout un système avec elle. Les conséquences sont dramatiques pour la Suisse, pour la population, pour l'économie. Dans notre pays, évidemment, on n'imagine pas vivre ce genre de situation, on n'imagine pas voir notre compte bloqué, on n'imagine pas voir le salaire pas versé. Ce serait évidemment un sacré coup sur le plan moral, mais sur le plan financier aussi. D'après les études, et on a pu le lire ces dernières semaines, on estime que les coûts cumulés peuvent atteindre entre 19 et 158% du PIB d'avant la crise en cas de chute d'une de ces grandes banques. Donc on prend 2022, le PIB de la Suisse s'élevait à environ 771,22 milliards. Si on prend l'estimation la plus basse, on aurait un coût d'environ 146 milliards. On n'a pas eu à vivre une telle chute. Et tout a continué de fonctionner pour la population, pour l'économie. Il s'agit maintenant de savoir à quel prix, de comprendre les conséquences de cette intervention et les risques avec la nouvelle organisation, parce que rien n'est terminé et on pourrait même dire que ça ne fait que commencer. C'est important. Nous discutons aujourd'hui d'un crédit urgent, mais il y aura d'autres étapes, à commencer par comprendre ce que l'État et les différents organes auraient pu faire différemment pour éviter une intervention de la Confédération. Par la suite, des lois vont être modifiées sans aucun doute, et déjà aujourd'hui, au moment de traiter le crédit urgent, on voit que l'intention est claire et qu'il y a déjà une volonté de modifier certaines lois. Alors, les dépliants du jour sont le reflet de cette difficulté à procéder par étapes, puisque la Commission des finances a déjà transmis certaines conditions au Conseil fédéral, et j'y reviendrai. Avant ça, je fais une parenthèse avec la chronologie des événements. C'est à partir du 15 mars qu'on a eu les signaux les plus inquiétants, avec une communication de la FINMA et de la BNS qui se veut rassurante, mais qui interpelle, puisqu'il a visiblement été nécessaire de préciser que Crédit Suisse remplissait les exigences en matière de fonds propres et de liquidités, alors que la BNS met en même temps des liquidités à disposition de la banque. En quelques jours, le sort il est connu, avec une communication du Conseil fédéral le 19 mars. L'UBS rachetait Crédit Suisse avec une garantie de la Confédération. Tout a été très vite et cette diligence, elle n'a rien pour simplifier la prise de décision, ni d'ailleurs ce travail par étapes nécessaire, mais c'est une réalité. Dans un premier temps, c'est la délégation des finances qui a siégé ce même dimanche 19 mars. Elle a approuvé les crédits d'engagement urgents proposés par le Conseil fédéral et c'est respectivement 100 milliards de francs en tant que garantie octroyée à la Banque nationale suisse et 9 milliards de francs de garantie pour réduire les risques encourus par l'UBS. Une garantie qui s'explique dans le message par le fait que l'acquisition de certains actifs pouvait potentiellement subir des pertes. L'approbation de la délégation des finances pose une question que je n'éviterai pas, à savoir est-ce qu'on peut refuser le crédit urgent ou le réduire après l'approbation par la délégation des finances? C'est en fait pas là que se situe notre marge de manœuvre, elle est ailleurs. Parce qu'avec cette approbation de la délégation, le Conseil fédéral a pris des engagements juridiquement contraignants.
lui a jugé qu'il devait les prendre et notre marge de manœuvre se situe désormais dans les conditions qu'on impose au niveau de la mise en œuvre et bien sûr, à terme, dans la modification des lois. Typiquement, savoir comment influencer l'organisation de la nouvelle grande banque ou comment traiter la question des bonus, ça viendra encore. Avec l'approbation de la délégation des finances, le Conseil fédéral a pris des engagements juridiquement contraignants. Concrètement, il a pris, en accord avec la FINMA et la BNS, des mesures qui visent à garantir la solvabilité de cette banque et il a pavé la voie à la reprise de Crédit Suisse par UBS. Le but, on le connaît, et il est rappelé dans le message, le but c'était de préserver la stabilité financière et de protéger l'économie et la population des conséquences financières d'une faillite qui aurait été désastreuse pour l'ensemble de la Suisse. Maintenant, si nous refusons, cela correspondrait à un blâme qu'on adresserait alors au Conseil fédéral, évidemment, à la délégation des finances, mais notre refus ne remettra pas en cause l'engagement qui est pris. C'est ailleurs que notre action a du sens et cette session extraordinaire, c'est un rendez-vous nécessaire pour mener ce débat. Alors bien sûr parce que l'impact de cette annonce, elle est majeure et que la population, elle attend aussi des informations pour mieux la comprendre. Aussi parce qu'en tant que parlementaire, on cherche des pistes pour retrouver une stabilité, pour dessiner un cadre solide, pour recréer ou du moins influencer un environnement sain au niveau bancaire. Alors revenons sur le travail en commission. Du côté de la commission des finances, les travaux ont commencé le 23 mars. On n'avait pas encore reçu le message de la part du Conseil fédéral, mais vu l'ampleur de l'affaire, on avait décidé de modifier l'ordre du jour de notre séance ordinaire et de mener une discussion préliminaire. On a mené cette discussion préliminaire, une discussion approfondie, nécessaire aussi pour les membres de la commission. Et la première étape de cette discussion a été un échange interne entre les membres qui siègent également à la délégation des finances et les membres de la commission. La seconde étape, c'était un échange approfondi avec la conseillère fédérale en charge du DFF, avec la directrice de l'AFF, ainsi qu'avec les représentants de la FINMA, de la Comco, et on a tenu également à avoir un expert indépendant. Ce jour-là, on a mené plus de 3 heures d'échange. Et je vais en résumer ici le contenu et les informations livrées. Vous avez déjà eu une grande vision des informations de par le message, de par la présentation également du président de la Confédération. Mais je pense que revenir sur certaines questions qui ont été posées, qui ont été soulevées, c'est aussi important pour comprendre la suite et les propositions qu'on vous fait aujourd'hui. Il y a eu des questions évidemment en lien avec le poids de Crédit Suisse sur l'économie, les conséquences d'une faillite au niveau national, d'une faillite aussi au niveau, quelles sont les conséquences au niveau international. Il y a eu de nombreuses questions aussi sur les causes de la crise de confiance envers Crédit Suisse et comment on en est arrivé à cette situation malgré les mesures qui ont été prises suite à la crise de 2008. Grossièrement résumé, pourquoi le problème n'a pas été identifié plus rapidement, en particulier par la FINMA. On a discuté de la solution retenue, des autres solutions qui étaient sur la table et qui étaient à disposition du Conseil fédéral, tout comme de la problématique du maintien de la concurrence avec la solution apportée. Bien sûr, on a abordé les risques envisagés et les probabilités de voir les garanties utilisées et les implications concrètes pour la Confédération en cas de mauvais scénario. Avant de terminer avec les perspectives d'avenir, avec les adaptations des prescriptions de la FINMA ainsi que les considérations sur la taille du nouveau mastodonte qui est devenu UBS. Ça, c'était la première séance de la commission sur le sujet. Une semaine plus tard, le 29 mars, il y a eu le dépôt du message par le Conseil fédéral sur le supplément 1A au budget 2023. Le lendemain, c'est le 30 mars, la commission a tenu une séance extraordinaire, cette fois-ci avec le message en main. Il y a 2 crédits d'engagement qui étaient soumis. D'abord, pour l'octroi de prêts d'aide sous forme de liquidité de la BNS assortie d'une garantie du risque de défaillance de la Confédération, les premiers 100 milliards de francs. Et ensuite, l'octroi d'une garantie de la Confédération à UBS visant à couvrir les éventuelles pertes résultant de la vente d'actifs de Crédit Suisse, difficile à évaluer, qui était, elle, de 9 milliards.
En plus, il y a un crédit supplémentaire qui faisait partie de ce message, qui a été sollicité par le Conseil fédéral pour financer les ressources supplémentaires qui sont destinées à assurer l'accompagnement de la mise en œuvre des mesures. Un chapitre du message évoque aussi les risques et la rémunération pour cette prise de risque par la Confédération. Pour compenser le risque, Crédit Suisse devra verser chaque année une prime de risque correspondant à 1,5% du montant des prêts sous forme de liquidité en cours à la Confédération d'une part et à la BNS d'autre part. Et il y a un deuxième axe, c'est une prime de mise à disposition pour la garantie du risque de défaillance qui s'élèvera à 0,25% du montant maximal de l'aide sous forme de liquidité, donc sur les 100 milliards et qui sera versé à la fin du prêt d'aide sous forme de liquidité. Je laisserai peut-être le soin au Conseil fédéral de préciser les retours attendus de cette prime et je ne viens pas sur tous les détails du message parce qu'il est complet. Vous l'avez reçu, vous l'avez lu sans doute. D'ailleurs, je fais une parenthèse ici pour remercier le Conseil fédéral et l'administration pour le travail sérieux et en profondeur qui a été fait pour fournir autant d'informations que possible à la Commission et au Parlement dans un temps record. Malgré ce travail, on doit reconnaître que des questions restent ouvertes et c'est ce qui a fortement mobilisé la Commission des finances puisqu'il a fallu prendre des décisions mais aussi dessiner des perspectives alors que certains éléments restent encore à comprendre et à clarifier. Tout comme lors de la discussion préliminaire, il y a eu beaucoup de questions de la part de la Commission des finances une fois le message reçu et ça a encore confirmé la préoccupation des membres et leur volonté de comprendre tant les raisons et le contexte de la chute que les effets de la solution élaborée pour pouvoir agir, pour pouvoir éviter qu'une telle situation ne se reproduise à l'avenir. Sur la table, on avait 9 propositions. On a accepté 3 propositions dans le cadre du présent objet et on en a transformé 6 dans un postulat global pour qu'elles soient traitées et maintenues dans la suite du processus. On va traiter ce postulat à l'issue du débat et donc je n'y reviens pas, mais je préciserai encore tous les éléments qui ont été ajoutés. Je reviens par contre sur les 3 propositions qui ont été acceptées et je résume ici dans l'ordre de leur traitement en commission. La première qui a été adoptée par 11 voix contre 0 et 1 abstention. Elle propose que la Confédération participe en qualité de tiers à la procédure d'examen qui est prévue à l'article 33 alinéa 1 de la loi sur les cartels. Et ça, c'est pour assurer une concurrence efficace au vu de la modification, de la réorganisation qu'il y a sur ce marché. Vous trouverez cette proposition dans l'annexe 1, article 1 de l'arrêté fédéral 1B en page B2 du dépliant. La seconde proposition, elle a été adoptée par 9 voix contre 0 et 3 abstentions. On la retrouve aussi dans l'annexe 1, article 1 de l'arrêté fédéral 1B, toujours en page B2 du dépliant. Cette fois, la majorité de la commission a demandé que les possibilités d'action en responsabilité contre les instances dirigeantes de Crédit Suisse soient analysées en profondeur et un montant de 2 millions supplémentaires a été ajouté pour ce faire. Initialement, on avait 5 millions qui avaient été prévus pour tout ce qui est du travail au niveau de l'administration. On a souhaité ajouter 2 millions justement pour ces suites à donner au niveau de la responsabilité des instances dirigeantes de Crédit Suisse. Il y a encore une proposition qui a été faite et qui a été admise à une courte majorité. Vous la retrouvez dans l'arrêté fédéral 1A, article 1 bis, 2 et 2 bis, et j'y reviendrai peut-être aussi au moment du vote. Et cette proposition, elle a été adoptée par 6 voix contre 5 et 1 abstention, et elle demande que l'octroi d'éventuelles garanties supplémentaires dans le cadre de l'affaire en cours ne puisse pas se faire dans le cadre d'une procédure en urgence, donc que le Conseil fédéral ne puisse pas utiliser le droit d'urgence dans le cas où il y a des éventuelles garanties supplémentaires qui s'avèrent nécessaires. Avec ces propositions, il y a déjà une claire intention des membres de la Commission des finances de non seulement éviter que cette situation se reproduise, mais aussi de faire en sorte que cette solution se fasse en préservant autant que possible les intérêts des citoyens, donc en prenant le moins de risques possible sur les garanties qui ont été données.
D'où les propositions qui sont déjà intégrées dans le dépliant et qui représentent en fait des conditions que la Commission des finances, voire que le Parlement, si elles sont adoptées, ce seraient des conditions qui sont adressées au Conseil fédéral dans la mise en œuvre de ces arrêtés. La seconde action, elle s'articule et elle démarre par un postulat parce que la Commission tient à faire progresser rapidement le débat et certaines informations sont encore nécessaires pour pouvoir avancer. Passer par un postulat et donc demander un rapport était l'option la plus réaliste et rapide pour constater ensuite les adaptations législatives nécessaires. J'y reviendrai après cet objet et je termine mon intervention avec le rappel des votes sur l'ensemble. Lors des votes sur l'ensemble, l'arrêté fédéral 1A concernant le supplément 1A au budget 2023 a été accepté par 11 voix contre 0 et 1 abstention, alors que l'arrêté fédéral 1B concernant le supplément 1A au budget 2023 a été accepté à l'unanimité des membres de la Commission des finances. J'ai terminé, Madame la Présidente.